Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir. Au menu de ce forum, les concertations régionales en cours au Mali sur l'avant-projet de découpage administratif. On parlera de l'insécurité avec le classement du Mali à la 16e place des pays les plus dangereux au monde. Et enfin, la montée des eaux du fleuve Niger qui préoccupe les populations riveraines. Nos invités sont Amadou Diallo, il est journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir, M. Sylvain. Moussa Traoré est notre correspondant. Il est de la radio Kounari depuis Mopti. Il sera au téléphone avec nous. Et nos deux autres invités, Ibrahim Koulibaly de la Nouvelle Tribune et Paul Nguessam de Mali Horizon, vont sûrement prendre le train en marche. Alors, je suis Aliou Sidibé. Bienvenue dans ce forum de la presse. Le grand dialogue. Plusieurs attaques ont lieu cette semaine dans le centre du Mali. Le bilan fait état de près d'une dizaine de personnes tuées, dont des civils et militaires. Alors nous allons suivre ensemble ce papier de la rédaction de Studio Tamani. La situation sécuritaire au centre du Mali s'est nettement dégradée cette semaine avec une multitude d'attaques enregistrées ça et là. Mercredi, 2 militaires maliens ont trouvé la mort dans une attaque menée par des hommes armés selon un communiqué du gouvernement. À en croire les autorités, les assaillants ont pu récupérer les corps après leur forfait. Toutefois, selon des sources locales concordantes, les 2 hommes auraient été plutôt tués suite à une bavure quand 3 éléments des forces de sécurité du checkpoint situé à l'entrée de la ville avaient tenté de rejoindre des camps à quelques 500 mètres du poste de contrôle. Ils auraient été pris pour des assaillants. Mardi, des assaillants se sont attaqués au village de Goné dans le secteur de Koro. Suite aux échanges de tirs, un habitant du village et 2 assaillants ont été tués. Mamadaga, un village du secteur de Massina, a lui aussi été attaqué dimanche. Le bilan de cette attaque serait de 5 morts. Les assaillants ont été repoussés par des groupes d'autodéfense. Autre signe d'insécurité dans ce cercle, un millier de bœufs ont été enlevés par des inconnus dans 11 communes. Amadou Diallo, quelle est votre analyse sur ces recrudescences de l'insécurité dans notre pays? Merci, M. Siribé. Par rapport à cette situation, il y a des coïncidences troublantes qui suscitent beaucoup de réflexions. La première coïncidence, c'est cette situation arrive au moment où les concertations régionales sont lancées, nous allons en parler. Elle arrive aussi au même moment où les DDR sont annoncés, sont lancés à Gao, Tombouctou et d'autres régions. Alors, est-ce que ce n'est pas une manière de torpiller ces 2 événements? Et troisième coïncidence, et ça, c'est le mouvement des Barkhane dans le Gourma. Alors moi, je me demande, est-ce que nos partenaires vraiment veulent que la situation, la crise au Mali, s'estompe? Parce que au moment où on va vers une sortie de crise, encore, on replonge dans la même situation. Ça veut dire que, quelque part, je me dis, il y a quelqu'un qui n'a pas intérêt à ce que la crise malienne, en tout cas, s'estompe de sitôt. Parce que, et puis surtout, dans l'élément de Fomba, je retiens un détail très important, le vol de bétail. Vous savez, cette partie du Mali, c'est la partie où on a qui concentre le maximum de nos troupeaux, le cheptel malien, qui est une ressource qui fait partie, en tout cas, du patrimoine économique du Mali. Alors, la crise, il va de soi que la crise impacte beaucoup sur le développement de l'élevage dans cette zone. Maintenant, ça va faire l'affaire de qui? Ça va faire forcément l'affaire des concurrents maliens qui viennent vendre leur viande fraîche sur les côtes, des pays du côte, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et donc,
certains ont intérêt aussi à ce que le cheptel malien soit décimé. Donc tout cela, tous ces cocktails à mettre ensemble, mis ensemble, disons, font que on doit s'interroger si vraiment il y a une possibilité de sortie de crise en ce moment. Et en tout cas, moi, je me dis, si je me réfère au cas congolais, je me dis, il y a quelqu'un qui tire la ficelle en dessous. Très bien. Alors, Moussa Traoré, de votre côté, depuis Mopti Sévaré, alors quelle est votre lecture sur la recrudescence de l'insécurité dans notre pays ces temps-ci? Bonjour d'abord aux auditeurs de Studio Tamani et merci bien à toi aussi, à Lou, de m'avoir invité dans l'émission. Et pour te dire que cette insécurité, elle est là, elle est là depuis pratiquement 2012, mais elle va de façon crescendo. C'est pour te dire que cette insécurité-là, aujourd'hui, on est en train d'observer, elle est en train d'évoluer. Cette évolution, elle est constatée surtout dans la région de Mopti, surtout, avec ses différentes formes. Et quand je parle de ces différentes formes, il s'agit de cette insécurité qui existe aujourd'hui sur l'ensemble de la région de Mopti. Et en prenant d'abord le delta central du Niger, qu'on appelle couramment la zone inondée, qui regroupe les tracts de Tenenkou et les tracts de Tenenkou, les tracts de Yuwaru et pratiquement une partie des tracts de Djémé. Et aussi cette partie exondée qui regroupe les tracts de Badjankara, de Bankas et de Koro. Mais alors, ce qu'il faut essentiellement aussi retenir, c'est que cette insécurité, elle existe au niveau de la région, si tu veux, de façon résiduelle. De façon résiduelle, comme l'a dit mon prédécesseur, avec des vols de bétail qui est devenu courant aujourd'hui dans la région. Mais au-delà aussi, on observe dans certaines parties de la région, sur certains axes routiers, des braquages qui sont là. Donc ça, ce sont aussi ces formes d'insécurité qui sont là. Mais aussi dans la région de Mopti, il y a cette autre forme d'insécurité qui est assimilée aux affrontements intercommunautaires qui dénotent de l'absence de l'État dans certaines localités de Mopti, telles que Djafarabé, telles que Tenenkou aujourd'hui, et qui aboutit à l'émergence d'acteurs nouveaux constitués de groupes armés, de rebelles, de ministres d'autodéfense. Mais la particularité de ces groupes aussi, c'est qu'ils sont l'émanation des populations locales et qui constituent d'individus ici et même du territoire. C'est ce qui rend difficile et très complexe cette insécurité que nous sommes en train d'observer aujourd'hui dans la région de Mopti. Pour te dire que quand tu prends aujourd'hui l'est du delta central, qu'on appelle couramment la zone exondée dans la zone du Douanza, dans la zone de Koro et Bankas, où il y a des groupes armés qui existent, qui sont là. Mais surtout, à côté de cette insécurité aussi, il faut noter qu'il y a des frustrations sociales comme source de tension. Et très généralement, dans les débats, cela n'est pas couramment évoqué par les uns et les autres, mais il faut dire que c'est aussi une réalité au Mali, mais une réalité particulièrement dans la région de Mopti. Pour dire que la frustration de certaines couches sociales, je vais parler des paysans, je vais parler des bergers dans certaines localités qui constituent aujourd'hui un mal social respirant, où on a vu un certain moment, dans certains cas, que des agents de l'État ont pu se rendre responsables d'injustice à l'égard des populations. Voilà, je ne vais pas citer de nom, mais c'est quelque chose qui a existé. Et ces injustices qui ont été considérées comme des dysfonctionnements classiques de notre société ont donné à certaines communautés une soif de justice et une volonté aussi de prendre en charge leur propre destin. Moussa Traoré, oui. Vous avez tantôt signalé quand même des responsables qui se sont rendus coupables d'injustice sur la population. Mais on remarque ici, au moment où les autorités se démêlent pour gérer la situation, on va jusqu'à accuser le Premier ministre d'être complice d'un assassinat, celui de Ghislaine et de Claude, dont les amis ici au Mali jugent d'être sans pertinence. Vous, qu'en dites-vous? Écoutez, moi, je n'ai pas d'éléments concrets par rapport à cette situation. Mais, comme tu l'as dit, au moment où on constate que les autorités se démêlent réellement
on les accorde quand même une certaine crédibilité à ces autorités maliennes. Bon, maintenant, cette accusation, à tort ou à raison, dire que les autorités maliennes sont impliquées à un niveau ou à un autre dans l'assassinat de nos confrères de RSI, il s'agit de Claude et de Ghislaine. Bon, moi, c'est très, très difficile pour moi de me prononcer là-dessus parce que vraiment, je n'ai pas d'éléments concrets par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, cette injustice sociale de la part de certains agents de l'État, c'est une réalité, malheureusement, dans la région de Mopti. Merci beaucoup. Alors, le temps de signaler à nos auditeurs que nous venons d'enregistrer l'entrée d'Ibrahim Koulibaly de la Nouvelle Tribune. Alors, ici, nous parlons tantôt de la recrudescence de l'insécurité dans notre pays. Alors, sur les 20 pays les plus dangereux du monde, le Mali est classé 16e selon le Forum économique mondial. Qu'est-ce que cela explique ? Merci beaucoup. Je remercie les auditeurs et les téléspectateurs. Aujourd'hui, la violence est devenue monnaie courante dans notre pays. Ça, c'est une réalité. Et cette violence n'est que la suite logique de la faillite de l'État. Depuis mars 2012, tout le monde sait que, en tout cas, le système sécuritaire de notre pays n'est plus comme auparavant. Donc, aujourd'hui, il y a des milices qui ont été créés et qui gèrent carrément la sécurité dans certaines localités. Or, pour qui connaît l'histoire des milices, une fois que les milices s'installent dans un pays, c'est bonjour les dégâts. Dans un premier temps, ils viennent en amis des populations pour sauver les populations et ensuite, les milices se retournent et contre les populations et en même temps, ils font chanter l'État central. Donc aujourd'hui, le Mali fait face à cette situation. Quand nous prenons la région de Mopti, aujourd'hui, il y a des milices qui sont là, qui gèrent la situation dans certaines localités, mais qui se retournent carrément contre certaines ethnies. Donc tout le monde sait aujourd'hui ce qui se passe dans la région de Mopti. Si on ne fait pas attention, ça s'apparente à quelque chose que je ne voudrais pas nommer ici. Mais vraiment, la situation est très grave. C'est ce que je peux dire. Amadou Diallo, alors le Mali fait partie désormais des pays les plus dangereux au monde et on a vu cette semaine une certaine presse étrangère accuser le Premier ministre d'être complice d'un assassinat dans notre pays. Alors, vous, quelle est votre lecture de cette situation? Non, moi je dirais que c'est un classement injuste à l'égard de notre pays. Si on prend le cas, si on fait le parallèle entre la situation au Mali, au Niger, au Nigeria, au Burkina et ailleurs à travers le monde, alors moi je dis que ça, c'est une façon de mettre encore notre pays à genoux, parce que l'objectif, c'est de faire fuir les investisseurs. Comme j'ai dit dans mon introduction, la guerre, ce qui se passe au centre et au nord du Mali, moi, je ne vois ni plus ni moins qu'une guerre économique imposée à notre pays. Clairement. C'est pourquoi j'ai dit, je retiens du reportage de format le vol de bétail. Le cheptel malien fait partie des cheptels les plus importants en Afrique. Aujourd'hui, en Europe, au Brésil, en Argentine, aux États-Unis, le problème de bétail, la filière viande, la filière lait est un problème dans ces pays. Parce qu'ils en produisent tellement qu'ils ont des difficultés à écouler. Et le prix, forcément, ça va impacter forcément sur le prix. Le prix va chuter. Et voyez-vous, le Mali qui a un cheptel important, si on laisse le Mali développer son cheptel, ça va être un concurrent de trop. Comme c'est le maillon faible de la chaîne, on va tout faire pour décimer le cheptel malien, pour que le Mali soit éliminé définitivement de la course par rapport à cette filière. Et donc, moi, je me dis, ce genre de classement, on doit faire extrêmement attention. Parce que c'est souvent des classements à tort et à dessein pour mettre comment dirais-je, en quarantaine certains pays qu'on veut vraiment les mettre dans les difficultés. Donc, moi, je pense qu'on doit avoir la tête haute et serein par rapport à ces classements. Surtout le Nigeria, mais il y a tellement de théories au Nigeria et au Cameroun.
Mais ça n'empêche pas les gens de classer ces pays-là comme des pays qui attirent les investisseurs. Et alors, pourquoi le Mali? Donc, moi, je pense qu'on n'a pas à se frustrer de ça. Mais maintenant, et par rapport à ce qu'il a dit concernant les milices, vous savez, en 2012, juste avant la crise, les milices, on a tout dit aux autorités d'alors de ne pas créer des milices. Et c'est les milices Touareg de Gao, les milices arabes de Tombouctou qui ont facilité la chute de ces régions-là entre les mains des rebelles. Parce qu'ils se sont retrouvés, il se trouve que ces gens-là étaient parmi avaient été infiltrés. Donc, je suis en partie d'accord avec ici sur ce point. Il ne faut pas rentrer dans ce genre de situation, sinon on n'en sortira pas. Et puis, un Bilal Al-Sherif, en bonne position à Kidal, il ne voudra jamais que la crise s'estompe. Ça veut dire que les privilèges dont il tire aujourd'hui de cette situation vont s'estomper. Si on rentre dans les normalités, il va être obligé de quitter le gouvernorat de Kidal pour être logé dans un endroit comme simple citoyen. Et par rapport à l'accusation contre le Premier ministre, bon, les médias français, on les connaît, hein. Les Africains sont surtout les autorités africaines, comme les citoyens africains, sont des souffres-douleurs pour ces médias-là. Parce que... Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Retour donc sur ce plateau avec nos invités, Ibrahim Koulibaly de la Nouvelle Tribune, Amadou Diallo, journaliste indépendant, Moussa Traoré de Radio Kounari qui est au téléphone depuis Mopti. Alors, Amadou Diallo, vous avez toujours la parole. Oui, je voulais dire que cette accusation contre Boubé arrive quelques jours après la demande, en tout cas de la famille des victimes, d'entendre l'ex-président français François Hollande devant la justice. Ils ont souhaité que Hollande, les déclarations qu'il a faites sur des antennes, qu'il s'explique devant les juges parce qu'ils pensent que c'est des déclarations qui sont suffisamment renseignées, qui peuvent aider les juges à mieux comprendre la situation. Maintenant, mais moi, il y a un aspect troublant dans cette affaire. Ghislaine a été tuée, c'est-à-dire on a l'habitude des enlèvements des otages, leur séquestration, mais enlever pour être tué immédiatement, ça c'est quand même un fait troublant. Deuxième aspect, les documents, le matériel de travail de Ghislaine. Où est-ce qu'il se trouve? Et dans ces cas, ça veut dire que l'homme chez qui ils sont partis, quelle est sa part de responsabilité dans cette situation? Parce que ça ne peut pas arriver comme ça. À peine sortis de sa maison, ils sont enlevés. Certainement, celui chez qui ils sont partis doit être interrogé et suffisamment interrogé pour qu'il dise en tout cas ce qu'il sait de cette affaire-là. Parce que certainement, les enleveurs, les preneurs d'otages là et les assassins, les présumés assassins, ont dû être informés de leur présence. Qui les a informés? Comment les a informés? Pourquoi les tuer immédiatement? Est-ce qu'on ne cherchait pas à faire taire des informations qu'elle a pu recueillir auprès de ce monsieur sans qu'il s'en rende compte au moment de l'interview? Parce que nous sommes des journalistes, on sait souvent, au moment de l'interview, il y a des questions pièges qui n'est jamais données en avance, mais qui sortent de l'interview. Est-ce qu'au cours de l'interview, il n'a pas dit quelque chose qui puisse troubler non seulement la rébellion du MNLA, mais aussi les amis français? Et dans ce cas, Ghislaine et son compère ne peuvent pas y vivre. Ok. Merci beaucoup, Amadou Diallo. Alors, à moins que ici... Oui, allez-y rapidement. Justement, par rapport à l'accusation du Premier ministre Soumaïla Bouemega par un média français, moi je pense que de telles accusations, il faut les prendre à la légère. D'abord,
ce n'est pas un élément de preuve pour une justice quelconque ou bien pour l'État français d'incriminer le Premier ministre malien. C'est un journal qui a fait un article, qui a donné des informations. Maintenant, quelle est la véracité de cette information? Moi, quant à moi, je me dis, quelle est la pertinence même de cette information, vu le moment de la diffusion de cette information? Notre concert, Ghislaine et Claude, ils sont morts depuis combien d'années? Qui a jamais entendu parler du nom de Soumaïlou Boubèye? Pourquoi ils ont attendu tout ce moment pour dire son nom? Et la question qu'on se pose, nous les Maliens, Soumaïlou a quel intérêt à l'époque et même maintenant, il avait quel intérêt à être impliqué dans l'assassinat des confrères? Il ne faut pas oublier que Soumaïlou est avant tout un journaliste. Quel intérêt, lui, avait-il à intervenir dans ça? Okay. Donc, moi, je dis tout simplement, sachons raison garder, ne faisons pas d'amalgame. C'est un journal français qui l'a dit. On ne va pas le prendre comme un verset biblique ou coranique. Donc, il reste à vérifier. Okay. Mais pour le moment, sachons raison garder. Deuxième thème de ce forum, ouverture mardi dernier des journées de concertation nationale. Ces assises interviennent dans un contexte social tendu au Mali. Les avis des groupes signataires et les partis politiques de l'opposition divergent sur la question. Alors, nous allons sur ce papier de la rédaction de Studio Tamani. Les responsables de la coordination des mouvements de l'Azawad ont confirmé leur participation à ces consultations et rejeté la proposition avant d'en discuter. Je pense que c'est hors processus, affirme Sidi Ibrahim Ould Sidati, responsable de la SEMA. La coordination des mouvements de l'entente émet des réserves sur le projet de découpage. Toutefois, elle affirme vouloir participer activement au processus. Du côté de la plateforme, on reste perplexe par rapport au déroulement du processus. Selon Habala Ag Hamzata, le projet de loi dans son état actuel est problématique car selon lui, il pourrait à l'avenir être source de tensions entre les communautés à la base. Certains partis de l'opposition ne veulent pas participer à ces journées. Seul un État dirigé par un président légitime peut prendre en charge les questions brûlantes auxquelles la nation fait face. C'est en ces termes que Soumaïla Cissé a répondu à l'invitation du PM Soumaïlou Boubèye Maïga sur ce sujet. Ces journées de concertation nationale s'ouvrent aujourd'hui sur fond de tension. Elles vont se poursuivre jusqu'au 17 de ce mois. Alors, Ibrahim Koulibaly, quand l'opposition décide de bouder les assises, est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose que ça? Bon, moi, je pense qu'il faut que les gens aient une lecture assez claire et assez saine de cette situation. C'est-à-dire, la position même de l'opposition, ce n'est pas les concertations. Parce que quand vous analysez les termes utilisés aujourd'hui par Soumaïla Cissé, qui dit qu'il ne va pas participer à des concertations organisées par un président qu'il ne reconnaît pas. C'est là où se situe le nœud du problème. Sinon, ce n'est pas les concertations en tant que telles. Mais en fait, Soumaïla Cissé aujourd'hui et l'opposition, une très grande partie de l'opposition, ne reconnaissent pas le président ni les institutions. Moi, je crois que c'est ça le débat. Et à ce titre, ils ne peuvent pas participer à une quelconque activité organisée par ces autorités. Donc, au lieu que les gens se focalisent sur les concertations, que les gens se focalisent sur cet aspect qui est problématique. Parce que c'est ça la source de tous les conflits aujourd'hui. Maintenant, quant aux concertations proprement dites, aujourd'hui, on peut se dire que mieux vaut tard que jamais, dans un esprit constructif. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont d'abord vu le document avant les concertations. Donc, c'est la fuite qui a provoqué une réaction de la rue. Et la conséquence de cette réaction de la rue, c'est l'organisation de ces concertations-là. Sinon, normalement, les concertations devraient être le préalable. Organiser d'abord les concertations, écouter les populations à la base et remonter, puis en fait, procéder au découpage administratif sur la base des propositions venues des différentes populations de la base. Mais on a d'abord vu un document. La population a réagi comme si c'était un ballon sonde. Ce document a été envoyé pour voir les réactions. Comme les réactions n'ont pas été, dans leur grande majorité, positives, donc pour mettre la forme maintenant, il faut une concertation. Nous sommes tous des Maliens. Dans un esprit constructif, les gens peuvent dire allons-y à cette concertation. Les concertations auront quand même le mérite de pouvoir donner la parole
en tout cas aux uns et aux autres. Mais la question que moi je me pose, ces concertations vont changer quoi dans ce projet de loi? Qu'est-ce que ces concertations-là vont changer? Parce que, pourquoi les gens ne sont pas d'accord avec ce découpage? Kidal, pour qui connaît le Mali. Est-ce qu'on peut trouver 7 cercles dans la région de Kidal? Dans la région de Kidal? Est-ce qu'on peut trouver 7 cercles dans la région de Taoudeni? Est-ce que c'est admissible que Kidal et Taoudeni aient plus de députés, les deux réunis, que Tombouctou, Gao et Mopti? Alors que la population de Gao est supérieure à ces deux régions réunies 2 fois même, ça les double, sinon 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc sur quelle base maintenant on octroie la représentation nationale? Donc c'est une question de représentation nationale. Parce que les députés qui vont être issus de ces cercles créés, en tout cas autour des simples puits où il n'y a pas d'habitants, parce qu'il ne faut pas que les gens oublient l'histoire. Nous avons vu ici en 92, ou si ma mémoire est bonne, je ne sais pas encore si c'est 80. Il y a eu une législature au Mali où un député du Nord a été élu avec 4 voix. Il siège à l'Assemblée nationale. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons avoir des députés élus avec 2 voix à l'Assemblée nationale. Contre des régions à forte densité humaine, mais qui seront sous-représentées. Tout cela va aboutir à quoi? Quel est le projet qui se cache derrière? Donc, franchement, ne focalisons pas sur les concertations, mais voyons les dessous, les tenants et les aboutissants de cette concertation-là. Pour le moment, ça se déroule. Si, en tout cas, les injustices, relevées par-ci, par-là, si les gens sont d'accord, s'ils arrivent à se mettre d'accord sur ces aspects-là, si on arrive à planir tous les problèmes, tant mieux. Merci. Alors, Moussa Traoré, votre regard régional, parce qu'on a vu les concertations sont en cours dans plusieurs endroits du pays. Hein. Par contre, dans les régions comme Gao, par exemple, les groupes armés de la plateforme ont empêché la tenue des assises. Est-ce qu'on va vers un découpage administratif à plusieurs vitesses? Bon, écoute, contrairement à ces régions, quand même, dans la région de Mopti, en tout cas, c'est dans une atmosphère d'entente et sur un note d'espoir qui s'est tenue quand même cette conférence régionale qui a d'ailleurs pris fin. C'était donc hier, jeudi 15 novembre. Après 3 jours d'intenses travaux, en tout cas avec des échanges francs et fructueux, il y a eu beaucoup de recommandations de la part des populations, mais surtout des recommandations concrètes. Pour te dire qu'à l'issue, en tout cas, de ces débats, sur ces avant-projets, sur cet avant-projet de loi portant sur la création des circonscriptions administratives et en même temps des collectivités territoriales qui ont été, en tout cas dans la région de Mopti, cela a été inclusif mais en même temps participatif. On avait pratiquement toutes les voix vives de la région et à travers 2 commissions thématiques qui sont parvenues à des propositions concrètes dans la nouvelle configuration de la région de Mopti, qui est découpée aujourd'hui en 3 régions. Il s'agit de la région de Mopti, qui se retrouve avec 7 cercles et 37 arrondissements. Et il s'agit, dans cette région de Mopti, il s'agit essentiellement des cercles de Djémé et de Mopti, qui étaient déjà des cercles plus, Ténenko et Youarou. Mais on a constaté qu'il y a eu des propositions avec d'autres cercles élargis comme Sofara, Kona et Korianzé. Il y a aussi la région de Badjankara qui se retrouve avec 8 cercles et 32 arrondissements, avec les cercles de Badjankara, de Bankas, Koro et Sanga qui étaient autrefois des cercles, mais avec de nouveaux cercles qui arrivent comme Ningari, Kelassabou, Sokura et Binangourou. Mais en même temps aussi la région de Douanza avec 7 cercles et 21 arrondissements, et avec les cercles de Djankabou, de Douanza, de Ombori, de Mondoro, de Boré, de Boni et de Ngouma. Voilà, la conférence quand même a souhaité l'élection de Mopti en district et le fait de Koro en région dans les futures réformes, si jamais il y aura des réformes à venir. Et pour te rappeler que tout cela reste en tout cas des propositions qui seront soumises à l'analyse d'une instance nationale de validation de la réorganisation territoriale. En tout cas, le moins qu'on puisse dire aujourd'hui dans la région de Mopti, cette conférence régionale a été vraiment une véritable réussite
elle a été inclusive et participative dans un climat d'entente et apaisé avec des résultats consensuels. Merci Moussa Traoré. Alors Amadou Diallo, des concertations sur fond de contestation. Alors que dire des zones contestatrices comme là par exemple qui veut plutôt être une région à part entière, entre autres? Bon, vous savez, on dit découpage, mais pourtant dans les documents officiels, on dit réorganisation. Et par réorganisation, forcément, il va y avoir des changements. Bon, généralement, la nature humaine est faite de telle sorte qu'on a peur du changement. Et surtout, un changement dont on ne tient pas les tenants et les aboutissants, on s'en méfie fortement. Moi, je crois que c'est dans ce climat de méfiance que les gens se sont installés par rapport à cette nouvelle reconfiguration du paysage administratif, politique et environnemental. Effectivement, Bla, qui est à cheval entre Ségou et San, Bla à cheval entre Ségou et Koutiala, souhaite être autonome vis-à-vis non seulement de Ségou, mais aussi des San auxquels on veut rattacher. Mais ils disent plutôt que chez eux, pratiquement tout ressemble à ceux de Ségou. Oui, ça dit que c'est ça. Ça dit qu'aujourd'hui, on pense que Bla, en tant que ville carrefour, aujourd'hui a développé toutes les infrastructures lui permettant de devenir une région qui d'être rattachée à un autre cercle qui va être érigé en région, notamment la future région de San. Bon, c'est humain, c'est compréhensible, hein, maintenant. Mais ce qu'il faut retenir comme leçon qui n'a pas été, en tout cas, non seulement depuis la première mission, qui n'a pas été suffisamment exploitée, ça c'est la monographie des différentes zones. Vous savez, le français, quand il est arrivé, l'administration coloniale, pendant qu'elle s'installait, faisait la monographie de toutes les zones pour pouvoir comprendre la philosophie, la mentalité, la culture et établir des aires culturelles, voir quelle aire culturelle peut aller avec quelle autre aire culturelle, et pour que la mayonnaise prenne sans beaucoup de problèmes. Mais apparemment, je crois que cette démarche méthodologique n'a pas été suivie ni par la première mission, à mon avis, c'est ma lecture de la chose, ni par la première mission de décentralisation dirigée par Ousmane Sy, et encore moins cette nouvelle réorganisation. Parce que on ne peut pas, les hommes ne sont pas comme des animaux, comme des végétaux. On ne peut pas mettre chou et salade dans le même panier. Il va de soi qu'on regarde ce que chou a comme élément constitutif et nutritif et qu'est-ce que la salade contient comme élément nutritif et constitutif. Moi, je pense que on aurait pu encore mûrir un peu ce projet, mais j'ai l'impression que le gouvernement n'a pas le choix. Le gouvernement est poussé dans les dos. Le gouvernement est effectivement poussé dans les dos par les partenaires. Maintenant, quelle est leur motivation? C'est cette question que moi je me pose. Quelle est la motivation des partenaires qui poussent le gouvernement malien à aller dans ça? Ici, à effleurer la question. Effectivement, tout le problème, c'est le problème de Kidal. C'est comment faire en sorte que les gens qui ont pris des armes contre la République depuis 1963 puissent être suffisamment représentés dans les institutions. Maintenant, dans le futur, quelle va être la conséquence de leur super représentativité dans les institutions? Est-ce que ce n'est pas un plan B pour obtenir la scission? Parce que quand on est suffisamment majoritaire au sein d'une institution, la volonté majoritaire peut toujours emporter. Est-ce que ce n'est pas le dessein caché derrière ce mur-là? En tout cas, c'est la question que moi je me pose.
Et je pense qu'on doit être suffisamment avisé par rapport à ces détails. Donc, selon vous, tout ce qui se passe actuellement était prévisible? Absolument, absolument, absolument. Depuis bien avant. Parce que la loi votée par ATT en 2012 avait commencé à susciter des réactions. Maintenant, c'est cette loi qu'on veut remodeler, l'adapter à la situation, notamment à l'accord. Maintenant, dans cette adaptation, est-ce que le boubou va être trop grand? Est-ce qu'il va être trop petit? Est-ce qu'il va être à juste taille? Maintenant, c'est ça. Et tel que ça se dessine, le boubou va être trop grand. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour sur ce plateau avec nos invités, Ibrahim Koulibaly de la Nouvelle Tribune, Amadou Diallo, journaliste indépendant, et Moussa Traoré de la radio Kounari de Mopti. Il est notre correspondant. Alors, pour aborder le troisième et dernier thème de ce forum de la presse, montée des eaux du fleuve Niger à Youarou, les populations inquiètes lancent un cri de cœur aux autorités. Plusieurs maisons se sont écroulées. Alors, nous allons sur cet élément ensemble. En 1977. Le constat est presque unanime. Des dizaines d'années que la population de Youarou n'a pas assisté à une telle montée des eaux dans la localité. La situation inquiète les autorités locales. Demba Konta, deuxième adjoint au maire de Youarou. Youarou est installé sur une plaine. Donc quand il y a la montée des eaux, il y a la crue, l'eau sort de partout. Toutes les directions, ouest, est, nord, sud. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Du côté est, c'est-à-dire du côté du fleuve, le village se trouve presque envahi, étranglé par l'eau. Les eaux sont rentrées même dans les concessions. Du côté ouest, c'est encore pire. La construction anarchique des maisons serait l'explication de cette crue, selon l'autorité municipale. Demba Konta appelle les bonnes volontés au secours. Dans les années 63, quand on était là, cette zone-là, souvent les gens pêchaient là-dedans, à la montée des eaux. Ou bien à la période sèche, c'était des terrains de culture. Mais aujourd'hui, il se trouve que tous ces bassins sont occupés par des constructions. Donc l'eau n'a plus de passage. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment le village du côté ouest est envahi par les eaux aujourd'hui à Youarou. Donc vraiment, nous demandons quand même secours, un appui. C'est ce même appel que lancent les habitants complètement désemparés. Certains déplorent d'ailleurs l'inaction des autorités face à la situation. À ma grande surprise, on m'a appelé ce matin pour me dire que l'eau est rentrée dans ma maison. Voilà la maison du président du conseil du cercle qui est aussi dans l'eau. Toutes les autorités sont là. Elles ont vu la situation, mais elles n'ont pris aucune mesure. Donc l'appel que nous lançons, c'est que les autorités locales et gouvernementales cherchent une solution à cette montée des eaux. En attendant que cet appel soit entendu, les habitants continuent de passer des nuits blanches de peur de voir leur maison s'écouler sous l'effet des eaux qui continuent de monter. Moussa Traoré, la zone de Youarou, c'est une zone que vous connaissez très bien. À votre avis, est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant dans ce qui se passe actuellement à Youarou? Non, Alou, je ne crois pas qu'on puisse parler de surprise parce que comme l'a dit le reportage, et lorsque vous prenez quand même cette zone qu'on appelle couramment le delta inférieur du Niger, elle est carrément située, comme l'a dit M. le maire Demba Konta, dans une plaine. Parce que c'est juste au cœur même du lac Debo, pour ceux-là qui connaissent ce grand lac-là qui est au cœur même du delta inférieur du Niger. Donc, non seulement que à cause du changement climatique et les années de sécheresse constatées, les gens pensaient que l'eau n'allait plus revenir et que le Mali n'allait peut-être plus connaître une saison de grande pluviométrie. Ce qui fait qu'il y a eu une certaine occupation anarchique de ce qu'on appelle ici dans la région de Mopti couramment le bas-fond du lit des cours d'eau. Donc, avec l'extension de la ville qui s'agrandit de plus en plus, ce qui fait que les gens ils viennent maintenant un peu à l'intérieur de la plaine pour en faire des occupations. Mais alors, ce qu'il faut souligner, c'est que cette situation hydrologique a été vraiment caractérisée cette année dans la région de Mopti par une pluie exceptionnelle. Et c'est pour te dire que
pour la première fois ou depuis plus d'une trentaine d'années, la cote de 6,20 mètres a été vraiment atteinte dans la région de Mopti. Et cela ne va pas sans conséquence, avec des conséquences sur les cultures. Pour qui connaît que la région de Mopti est une zone de riziculture par excellence, où aujourd'hui on peut affirmer qu'il y a à peu près ou environ 120 000 hectares de plaines rizicoles qui ont été détruits avec cette crue-là. En tout cas, voilà un peu la situation qu'on observe aujourd'hui. Ibrahim Koulibaly, la météo a suffisamment informé cette année. Il y aura une installation tardive de l'hivernage, mais quand même conséquente de la saison pluvieuse. Et avec tout cet instant de changement climatique, est-ce que les populations sont-elles suffisamment impliquées dans la lutte contre le changement climatique? Merci beaucoup pour cette question. Moi, je pense que dans le premier reportage, il a tout dit. Aujourd'hui, vous savez, dans ce pays-là, le chemin directeur de toutes les villes du Mali, le blanc, le colonisateur, a fait le chemin directeur de toutes les villes du Mali, sans exception. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est depuis que les maires ont commencé à vendre les terrains, les maires, ils piétinent le chemin d'urbanisation, le chemin directeur d'urbanisation de toutes les villes, y compris Bamako. La capitale malienne ne peut pas supporter une forte pluviométrie. Donc, les hommes n'ont pas respecté la nature. Et aujourd'hui, la nature se fait respecter par elle-même. Chaque année, nous déplorons des sinistrés, des gens qui font exprès. Le maire leur vend des bas-fonds, ils payent, ils construisent leur maison dedans. Ils savent que c'est un bas-fond. Ils savent que c'est le passage de l'eau. Le maire te vend, il prend ton argent, il l'empoche. Toi, tu construis ta maison là-dedans, et après, quand il y a problème, tu veux que les gens partagent ce problème avec toi, alors que c'est toi et le maire. Donc, il faut que les gens soient conscients. Si le maire te vend un endroit qui n'est pas vendable, n'accepte pas d'acheter. C'est vrai, hein? Chaque fois, ils essaient de toucher la sensibilité des uns et des autres parce qu'ils ont été touchés, frappés par ça. Donc, nous sommes des musulmans, nous sommes des croyants, mais il faut que ça s'arrête. Très bien. Il faut que ça s'arrête. Ok, merci beaucoup. On est un peu acculé par le temps de donner la parole à Amadou Diallo pour un ou deux mots par rapport à l'implication des populations sur la lutte contre le changement climatique. Alou, vous savez, s'il y a un terme qui me gêne, que moi je n'aime pas entendre, ça c'est le terme de changement climatique. C'est un terme c'est un terme inventé de toutes pièces pour nous éloigner de la lutte contre la désertification. Le changement climatique, le climat a toujours changé. Il y a toujours alternance de saisons. Maintenant, l'homme tel qu'il est a perdu le réflexe. Allez-y rapidement. L'homme a perdu le réflexe de la bonne gestion de son environnement. Et là, comme il se l'a dit, la nature se fera toujours respecter. Ok, d'accord. Merci beaucoup à Ibrahim Koulibaly de la Nouvelle Tribune. Merci à Amadou Diallo, journaliste indépendant. Merci à vous, Moussa Traoré de Radio Kounari depuis Mopti. Donc, nous sommes au terme de ce forum de la presse. Merci de l'avoir suivi. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par la rédaction de Studio Tamani. La mise en onde a été assurée par Mamadi Keïta. La vidéo assurée par Mamadou Ouattara. Je suis Aliou Sidibé à la présentation et Mohamedou Touré a assuré la coordination. À la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.